Bonjour, petit message avant de commencer, je devais mettre au point plusieurs choses. À aucun moment je n'évoquerai l'éditeur français. J'estime qu'il souhaite se détacher au maximum de l'image d'Actage, de la réputation que le manga se coltine depuis maintenant près de 6 mois. De même, j'adresse tout mon soutien à Shiro Uzasaki, dessinatrice qui n'a rien à voir dans cette affaire et qui est incroyablement talentueuse. Si l'un des ayants droit a un problème avec cette vidéo, elle disparaîtra de la plateforme YouTube afin que le nom Actage ne fasse plus de vagues. Cette vidéo sera pour moi comme un adieu à ce manga qui m'aura fait rêver pendant plus de 2 ans, le dernier coup d'éclat que je lui donnerai afin de définitivement ranger mes souvenirs liés aux aventures artistiques de Kei Unagi. Cette vidéo contient ainsi mon propre point de vue sur le manga et sur tout ce qui lui est lié, surtout concernant la suite d'événements débutés le 8 août 2020. Bonne à ma chronique à tous. Il existe plusieurs types de mangas. Certains brillent au firmament du début à la fin, d'autres commencent au sommet mais n'arrivent pas à rester à ce niveau tout au long de leur vie. Certains commencent très bas mais gravissent très lentement les échelons, et enfin, certains finissent en disgrâce à cause de soucis de qualité ou à cause de problèmes externes à leur intrigue. Et pour cette ma chronique, piochons dans ce quatrième type. Laissez-moi vous parler d'Actage, laissez-moi vous expliquer Actage, laissez-moi vous expliquer si oui ou non mérite tout de même sa place au Panthéon et si toute la haine qu'il reçoit est injustifiée. Actage est un manga ayant débuté début 2018 dans le célèbre Weekly Shonen Jump et qui s'est conclu début août 2020 avec son 123e chapitre. Il nous raconte l'histoire de Kei Unagi, jeune lycéenne cherchant à devenir actrice grâce à ses méthodes d'acting relativement peu conventionnelles. Il s'agit d'un manga dessiné par Shiro Uzasaki et écrit par Tatsuya Matsuki, homme souhaitant faire du cinéma mais qui, par la fortune du destin, s'est retrouvé à écrire un manga qui traite de cinéma. Il avait présenté un prototype en octobre 2016 au deuxième Sutokin Pro, où il avait fini deuxième. Il se rapprochera ensuite de la très talentueuse Shiro Uzasaki, avec qui il publiera un one-shot nommé Asagaya Geijitsu Koko Ezoka et Yokoso en février 2017, soit environ un an avant le début du manga. Actage trouvera sa forme définitive et sera lancé le 22 janvier 2018 dans le 8ème numéro de 2018 du célèbre Weekly Shonen Jump. Le manga connaîtra une certaine popularité, avec notamment une 7ème place à son premier classement, une 9ème à son deuxième classement et une 8ème place pour son 3ème classement. Actage s'installait directement dans le ventre mou du magazine le plus concurrentiel du marché et se faisait discret tout en se construisant tout de même une petite base de lecteurs. Et ça, les éditeurs l'ont bien évidemment remarqué, puisqu'ils mettront assez souvent le manga en avant tout au long de sa vie, que ce soit avec des pages couleurs ou des couvertures, bien qu'Actage, en 123 semaines de présence, a eu relativement peu de pages couleurs. Le manga sera également nominé dans pas mal de titres assez prestigieux au Japon. Il finira 5ème de la catégorie comics au 4ème Tsugi no Koru Manga Taicho, manga organisé par le célèbre magazine Da Vinci, derrière Raise wa Tanin ga I, Dr Stone, du même magazine, Dishikita Keibu wa Doro Bo ga Osuki, et le manga Artist, qui est d'ailleurs publié en France chez Glénat. Et pour l'anecdote, Actage finira devant le manga Jujutsu Kaisen de Gege Akutami, autre rookie du Jump également né en 2018. Actage finira également 3ème dans la liste de recommandations des libraires japonais en 2019, soit dans la compétition, entre guillemets, Zekoku Shotenin ga Elanda Osusume Comics 2019, derrière donc ce fameux Jujutsu Kaisen et La Voix du Tablier, deux mangas très populaires au Japon aujourd'hui. Actage sera également nominé au 43ème Kodansha Manga Awards dans la catégorie de meilleur shonen, avec The Kite Social Quintuplets, To You Eternity, et Ao-chan Ken Study. Cependant, Actage ne gagnera pas le prix qui sera remporté dans la catégorie du meilleur shonen par The Kid Social Quintuplets et To Your Eternity. Mais, vous vous en doutez, il existe un autre facteur qui permet de déterminer si un manga était populaire auprès du public japonais. Et ce facteur, c'est l'Oricon. Donc, côté vente dans l'Oricon, le premier tome d'Actage qui apparaîtra sera le tome 2, avec 15 540 ventes lors de sa première semaine de parution, début juillet 2018. Le tome 3, sorti seulement un mois après le tome 2, ratera de près l'Oricon. La raison est simple, car en un mois, les lecteurs n'ont pas eu le temps d'acheter un tome, et donc forcément, moins seront susceptibles d'acheter la suite. Ça explique en grande partie l'absence de ce tome 3 dans l'Oricon. Et c'est pas arrivé qu'à Actage d'ailleurs, je pourrais aussi parler d'autres noms de Bleach qui ont raté l'Oricon à cause de ça. Raté l'Oricon, qui se sont moins vendus que leur standard habituel bien évidemment. Bref, revenons sur Actage. Le tome 4 fera un excellent démarrage, avec 20 739 ventes en 3 jours. Le constat sera identique pour le tome 5, qui passera le cap des 50K grâce à sa semaine de vente complète, en atteignant 52 319 ventes en 7 jours. La progression se poursuivra également petit à petit avec les tomes suivants, que je ne vais pas tous aborder, car ce serait bien trop redondant et c'est pas le sujet principal de cette vidéo. Retenez juste également qu'Actage apparaîtra pour la dernière fois dans l'Oricon hebdomadaire lors de la semaine du 10 au 16 août 2020, avec
avec son tome 12 à la 50e place qui atteindra 186 482 copies en écoulant un peu plus de 31 jours, soit le meilleur score pour la série. Côté Oricon annuel, la série se classera juste dans l'Oricon 2020 à la 22e place avec 1 874 974 ventes, un excellent score quand on sait que la série est littéralement morte aux 2/3 de l'année Oricon, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Mais j'ai réussi à trouver des estimations sur l'Oricon 2019. La série se serait donc vendue à 1 235 954 copies, avec 658 212 copies réparties sur les tomes 5 à 8, et 4 tomes sortis sur 2019, en laissant donc 577 742 exemplaires aux 4 volumes de 2018. Un très joli ratio, mais qu'on veut expliquer par le fait que la série possédait alors autant d'anciens volumes que de nouveaux. Ce premier tome de l'année, ce tome 5, atteignait d'ailleurs 179 922 copies collées sur l'année 2019, un très joli score pour une série n'étant pas très grand public. Et histoire de comparer, le tome 9, premier tome de 2020, atteignait 244 867 copies collées sur l'année, en étant 153e du classement Oricon par volume de l'année 2020. Et histoire d'être le plus complet possible, j'ai réussi à retrouver des chiffres de tirage. Le premier tirage annoncé est de 300 000 unités pour les 4 premiers volumes de la série, tirage donc annoncé à la sortie du tome 4. Cela fait donc environ 75 000 exemplaires par tome, ce qui faisait qu'Actage avait quand même un certain nombre de lecteurs pour une série qui, je le rappelle, n'est pas un Neketsu, et donc qui n'est pas grand public. La série atteindra par la suite les 400 000 tirages à la mi-décembre 2018, comme annoncé dans le Weekly Shonen Jump numéro 3 de l'année 2019, sorti le 17 décembre 2018, soit 45 jours après la sortie du tome 4, qui était lui sorti le 2 décembre 2018. La série atteindra après les 700 000 copies imprimées à la sortie du tome 5, début février 2019, puis les 750 000 unités imprimées suite à des réimpressions, comme annoncé dans le Weekly Shonen Jump numéro 13 de 2019, sorti le 25 février 2019, soit 21 jours après la sortie du tome 5. La durée de temps est ici 2 fois plus petite qu'entre les réimpressions entre la sortie du tome 4 et les réimpressions de mi-décembre, mais était aussi plus faible, puisqu'on parle de 50 000 exemplaires pour 5 tomes, là où c'était avant 100 000 pour 4. Il est aussi probable que seuls certains tomes soient tombés en rupture de stock, et donc que seuls certains tomes aient été réimprimés. La série passera le million d'unités imprimées à la sortie du tome 6, puis les 1,2 millions avec des réimpressions. Le tout continuera à s'accélérer, 1,7 million pour les 7 premiers volumes, 1,8 puis 1,9 avec les 8 premiers. La série atteindra les 2 millions d'exemplaires imprimés avec le tirage initial de son volume 9, puis les 3 millions avec les réimpressions suivant la sortie du tome 11. Enfin, par les tirages et ventes c'est bien beau, surtout que bon, il s'agit un peu du sujet principal de ma chaîne. Mais la chronique s'appelle pas l'ère Actage, à ce que je sache. On a donc vu qu'Actage était un manga qui était mine de rien sacrément populaire au vu des scores qu'il affichait, malgré le fait qu'il s'affichait clairement comme étant un shonen très marginal, et ça que ce soit dans l'Oricon ou dans ses tirages. Mais est-ce que Actage méritait sa popularité? Et Actage, de quoi ça parle au juste? Actage est en soi un shonen très intéressant, tout d'abord de par son thème, le cinéma, ou plus particulièrement l'acting, le fait de jouer et d'incarner un personnage. Quelque chose qui est très rare aujourd'hui, surtout qu'on est à une époque où le manga shonen cherche soit à transgresser ses propres codes, soit à s'en moquer, ou alors en les repensant en ajoutant simplement un élément précis. Actage ne suit aucun de ces schémas, Actage est un manga très marginal à la limite du shonen. C'est un parti pris qui s'expliquerait qu'avec son protagoniste. Dans un monde d'héros de Neketsu, muscles bien saillants qui pourraient par moments devenir l'incarnation de la virilité, Kayonagi apparaît comme une anomalie avec sa carrure toute frêle et son petit 1m68. C'est d'ailleurs l'un des plus petits personnages du manga, avec ses frères et sœurs et Shioko Momoshiro. Et comme par hasard, c'est les personnages qui apparaissent le plus souvent. Kei n'a rien d'extraordinaire également dans son chara-design, c'est simplement une lycéenne japonaise. Et c'est un constat qu'on peut faire à l'ensemble du casting du manga. Chaque design est simple, épuré et se fond dans la masse. Sur ce point, Shiro Uzazaki est l'exact opposé d'Araki, l'auteur de JoJo's Bizarre Adventure, qui lui, par exemple, joue bien plus sur le côté surprenant et bizarre de ses personnages. Mais Actage reste avant tout un shonen et il possède également, eh bien, son aspect shonen qui lui est propre. Cependant, pas de coup de poing ou de rayon laser, ici on fait face à des duels psychologiques uniques, car il demande aux protagonistes d'affronter eux-mêmes. En effet, on retrouve ici le besoin qu'ont plusieurs protagonistes à rentrer dans un moule afin d'affiner leur technique de jeu, et c'est quelque chose que j'aborderai plus tard dans la vidéo d'ailleurs. Et cette idée de duel psychologique trouve son paroxysme au tout début du manga, quand Kei n'est pas encore passé par l'apprentissage sévère des méthodes d'acting, et surtout quand il doit jouer dans le tout premier film que lui propose Kuroyama, être une figurante dans un drama historique, être une jeune villageoise qui voit une enfant se faire frapper et rouer de coups. C'est quelque chose que le personnage que joue Kei, donc cette villageoise, doit accepter, mais c'est quelque chose que Kei Yonagi en elle-même ne peut pas tolérer. Et d'ailleurs le chapitre 3 où se passe cette scène et donc où Kei a son véritable premier rôle, constitue en fait une exposition de tout le duel psychologique qu'on trouve dans Kei Yonagi. Kei échoue 2 fois à se tenir tranquille, une fois en frappant le samouraï qui est avec la petite fille, et la deuxième fois en se mettant entre elle et l'épée. Ce n'est que lors de la 3e prise que Kei va réussir à se tenir tranquille, mais en affichant tout de même une expression plus que dramatique sur son visage, ce qui obligera le réalisateur à la couper de la scène. Et c'est une gestion du combat, thématique plus que centrale dans un shonen, qui est à mon sens ultra intéressante.
Il milite ici pas un alien chauve qui tire des lasers ou une fourmi à crâne de tortue, mais simplement son véritable soi-même, ou selon les occasions, le masque que le personnage se forge afin de devenir quelqu'un d'autre. Et si cela peut sembler assez étrange, voire même pauvre au premier abord, vu comment je vous le décris, on se prend très rapidement au jeu, surtout que le tout est tourné afin de garder un côté assez shonen. Le but devient très vite non pas de devenir un personnage, mais de faire ça mieux que son partenaire afin de s'accaparer toute l'attention. Et on voit ça tant dans le scénario, qui met volontairement en place des scènes de duel, enfin de duel psychologique, avec notamment Kei et Shiyoko qui vont s'opposer sur ce point plusieurs fois au cours de l'œuvre. ActAge a également énormément de thématiques liées au monde de l'acting, mais aussi au domaine extérieur, lié au fait d'être une personnalité publique. On retrouve des débuts de questionnement autour du fait d'être une personnalité justement qui est publique, le fait d'avoir de l'influence, et même le simple fait d'être connu. Et ce qui est plus qu'intéressant, c'est que le manga traite ça des yeux des personnes qui sont justement des personnes influentes. Kei apprend petit à petit à lisser son comportement, à se comporter comme une personnalité publique que la société veut voir, elle apprend à essayer de cacher son anonymat par exemple. Bref, on retrouve énormément de questionnements plus qu'intéressants sur ce point, puisque cela nous permet de voir l'envers du décor dans tout ce qui touche à ce mot, que je trouve détestable mais qui est, qu'on le veuille ou non, rentré dans notre vocabulaire, le mot influenceur. Et mine de rien, Kei va petit à petit comprendre comment cela fonctionne, puisqu'il s'agit tout de même de l'avenir auquel elle aspire. D'ailleurs, en parlant de Kei, je trouve que sa progression est étonnamment bien gérée tout au long, bien que oui, il y ait fatalement quelques solutions narratives de facilité. Par exemple, un metteur en scène légendaire qui se retrouve par hasard à croiser Kei, de même pour un comédien qui peut l'aider à s'améliorer, c'est vraiment assez facile, même si je peux comprendre cela. ActAge souhaitait aussi explorer des thématiques bien plus sociales et soulevant énormément de questions sur notre monde. En restant dans la lignée de ce que je vous ai dit un peu plus tôt sur les influenceurs, on sent aussi que le manga essaie de nous poser une grosse question, plusieurs en soi. Tout d'abord, jusqu'à quel point peut-on être influenceur? Jusqu'où leur influence peut-elle aller? Là, c'est une question qui s'intéresse bien plus du côté du public, surtout le public qui est très très jeune. On a beaucoup vu des personnes déjà influenceuses, si je peux dire ça, qui abusaient de la notoriété qu'elles avaient vis-à-vis de leur public. Il y a eu énormément d'affaires autour de personnalités publiques qui faisaient du dropshipping, notamment d'anciens candidats de télé-réalité. Il y a eu pas mal de youtubeurs français qui étaient accusés de pédophilie. Je ne dirai aucun nom afin de ne pas refaire du drama et de ne pas en ressusciter d'autres, mais je pense que vous les connaissez un minimum si vous suivez un peu le YouTube français. Bref, il y a eu énormément de problèmes liés au fait que ces personnes sont justement des influenceurs. Et s'il y en a énormément qui, je pense, ont un très bon fond, il y en a d'autres, au contraire, qui se servent de ça. Et c'est normal, puisqu'en soi, c'est leur gagne-pain, et que l'être humain, je pense, a un fond qui va chercher à exploiter au maximum sa situation. Deuxième question que le manga nous pose, et qui est la dernière sur ce point, jusqu'où un humain peut-il devenir une égérie pour ses fans, et jusqu'à où la pression qu'il a sur ses épaules peut aller. Et là, on reprend la première situation qu'on avait, c'est-à-dire l'influence qu'une personne a sur ses fans, et on la retourne. Jusqu'où quelqu'un peut-il devenir quelqu'un qui est tout simplement une personnalité publique? Et jusqu'où doit-il lisser son comportement pour paraître le plus neutre possible? Et c'est vraiment sur ce point que j'ai l'impression qu'ActAge voulait insister. Et oui, qu'il voulait insister, car le manga explore énormément de thématiques liées à ça, tout en allant moins profondément qu'un Oshinoko par exemple. Il semblait être promis un avenir plus que radieux, et semblait être destiné à faire partie des plus grands. Mais malheureusement, la vie n'est jamais un long fleuve tranquille, et tout peut basculer en un instant. Mais fatalement, chaque œuvre ne peut pas être parfaite et ActAge ne fait pas exception. Et ici, le problème ne vient pas d'un arc bien trop long, d'une fin bâclée, d'une mauvaise écriture ou d'un arc de trop, non. Le problème d'ActAge, c'est son scénariste, Tatsuya Matsuki. Je vous refais l'histoire rapidement car cela a énormément tourné à l'époque, ActAge ayant même fini en tournant ses fers pour la première fois suite à cela. Le samedi 8 août 2020, Tatsuya Matsuki a été arrêté suite à des accusations d'attouchement sur deux mineurs le 18 juin, aux alentours de 20h, dans le quartier tokyoïte de Nakano. Il aurait fait ces actes absolument ignobles avant de prendre la fuite par vélo, mais il aurait été filmé par des caméras. Depuis, le jugement a été rendu, mais je n'en parlerai pas plus ici, car bon, je ne suis pas totalement en accord avec ce qui a été prononcé, mais ce n'est pas le sujet encore une fois. Concernant le manga, Shueisha a immédiatement communiqué, disant prendre l'affaire très au sérieux, avant d'annoncer 2 jours plus tard l'arrêt immédiat du manga que chapitre 123, sortant dans le Weekly Shonen Jump numéro 36-37 de l'année 2020. Le 13e tome censé paraître le 2 octobre 2020 est annulé, la série n'est plus réimprimée, elle disparaît des plateformes numériques, et après un dernier pic de vente le temps que la communauté achète les tomes, ActAge cesse de respirer, assassiné par son scénariste, et la série disparaît dans l'oubli. Dans le reste du monde, les décisions des maisons d'édition seront logiques et paraîtront courant août. USA, Chine, Espagne, France, les éditions étrangères d'ActAge s'arrêtent une à une suite à l'arrestation de Matsuki. Et là, on touche clairement à une question qui ne concerne plus seulement le monde du manga, mais l'éthique en lui-même, en soulevant une question qui n'a pas de réponse claire et précise selon moi. Une œuvre peut-elle et doit-elle être punie pour les crimes de son auteur?
En France, le cas d'Actage était rapproché de l'affaire Polanski, ayant eu lieu fin février 2020, où ce réalisateur poursuivi par la justice américaine pour pédophilie et accusation de viol s'est vu décerner le prix de la meilleure réalisation pour son film J'accuse au César 2020. Il y a un peu de vrai, mais aussi pas mal de faux, puisqu'ici, Actage n'a été à aucun moment félicité pour sa qualité d'écriture, et surtout, on parle d'une œuvre chapeautée par deux personnes, Tatsuya Matsuki au scénario et Shiro Uzasaki au dessin, surtout que la plus grande qualité d'Actage reste à mon sens son dessin et non son scénario. Mais il est vrai que sur ce point, je ne peux que vous conseiller d'y aller de votre interprétation et de vous faire votre propre avis sur l'affaire. Il est selon moi totalement impossible d'apporter une réponse claire et précise à cette question, car cela dépend d'énormément de choses, surtout déjà de la personne qui va prononcer la réponse. Et même à part cela, en faisant fi de la personne qui va donner réponse, il n'y a pas de réponse universelle en même, et je pense que tout doit être jugé au cas par cas tant elle est complexe et dépend d'énormément de choses. À quel point un auteur se dépend dans son œuvre, est-ce qu'elle est proche de ce qu'il voulait, est-ce qu'il se définit comme étant dans son œuvre, bref, ça dépend vraiment d'énormément de choses, et c'est très difficile de juger. J'ai un avis qui est très tranché sur la question, que je n'évoquerai pas parce que je sais qu'il ne peut pas dépendre à certains, parce que je pense que des connaissances avec qui je discute et tout le connaissent, et je n'ai pas forcément envie de le dévoiler pour ne pas non plus me prendre une shitstorm sur la gueule. Mais en tout cas, le mal était fait et le crime également, et cela avait entraîné Uzasaki et le manga. Le 10 août, l'aventure Actage prenait fin avec le 123e chapitre, nommé Poison, assez ironique quand on y pense, et le 19 août, l'éditeur français annonçait dans un communiqué la fin de la publication, annulant même le tome 3 qui était censé sortir une semaine après. Et c'est là qu'Actage a véritablement disparu de la circulation. Le manga s'éteint progressivement, les gens en parlent de moins en moins, bref, tout repart dans une situation à peu près normale, on va dire. Shiro Uzasaki reprend lentement du service, elle fait des dessins pour des magazines, sort un one-shot dans le Jump, d'ailleurs très bon one-shot, je vous le conseille. Elle fait des dessins pour des escape games, bref, la vie semble reprendre. Et puis il y a moi, qui souhaite parler une dernière fois de ce manga, afin de faire un baroud d'honneur à cette œuvre qui aura malgré tout fait rêver pas mal de gens pendant que c'est presque 3 années. Passons donc au dernier chapitre qui sera consacré à l'analyse d'Actage, afin de vous montrer déjà que 1. Matsuki n'a en rien dépassé ses atrocités dans son œuvre, et que 2. Actage est un beau manga. Actage est un manga qui était malgré tout assez brillant, qui avait un potentiel monstre, et qui reste selon moi la meilleure œuvre de sa génération. Pour moi, Actage reste un excellent manga, et un manga que vous devez de lire. Et laissez-moi vous montrer pourquoi. Bien, je vais à ce moment-là entrer dans la partie spoiler de la vidéo, puisque je vais juger 2 arcs du manga, histoire de vous livrer un avis bien plus complet sur l'œuvre que le chapitre 2 où j'évoquais les thématiques assez rapidement. Même si bon, je garderai la plupart des gros twists du manga secrets afin que vous puissiez les lire, bref, pour ne pas non plus tout spoiler. Ainsi, si vous n'avez pas lu Actage et vous souhaitez tout de même le faire, arrêtez-vous là, ou si vous quand même souhaitez vous faire spoiler quelques twists tout en sachant mon avis sur le manga, eh bien vous pouvez continuer, même si dans tous les cas, merci à vous pour votre visionnage et à la prochaine. Bon, passons à ces 2 fameuses parties spoilers. Autre gros message que j'estime important, l'éditeur français dévoilait dans son communiqué annonçant l'arrêt de la publication, le nom français officiel des 2 plus gros arcs d'Actage, ce que je vais aborder ici. C'est donc ces noms que j'utiliserai, enfin pas vraiment mais vous allez voir. Donc, le premier arc d'Actage est donc le seul que la publication française a eu le temps d'entamer, à savoir celui de Days Iceland. Durant cet arc, Yonagi participe à une audition afin d'intégrer le casting du film éponyme, donc le film Days Iceland, composé de parfaits inconnus comme elle, mais aussi de stars du cinéma comme Momoshiro Shiyoko, qui deviendra la rivale de Kei Yonagi tout en étant son parfait miroir. Car là où Kei puise dans ses propres expériences afin de créer des personnages tout aussi vrais qu'elle-même, mais qu'elle a du mal à exprimer, Shiyoko fait l'exact inverse en construisant des personnages très expressifs à partir de rien. Et là, on touche déjà à un point qui est l'un des plus pertinents de Actage, la psychologie à travers l'acting et comment l'acting est représenté dans le manga. Car Actage est un manga qui parvient à expliquer en long, en large et en travers comment fonctionne le fait de jouer, tout en soulevant de nombreuses questions psychologiques. Et ces questions psychologiques seront énormément liées à Kei Yonagi, déjà de par son statut de protagoniste, ce qui fait qu'on la voit énormément évoluer par rapport aux autres personnages, mais aussi au fait qu'elle joue d'une manière très peu orthodoxe, chose reconnue même de manière intrinsèque au manga. Kei utilise donc la méthode de Stanislavski, méthode qui existe réellement, de la réalité réellement réelle de notre monde réel, et qui consiste à plonger dans nos souvenirs et expériences passées afin de construire son jeu. Cette méthode est également connue sous le nom de méthode psychotechnique, et afin de rentrer un peu plus dans les détails, elle consiste à réutiliser les expériences qu'on a vécues tout au long de notre vie, et de les adapter afin de se forger une propre version du personnage que l'on va jouer qui sera dépeint par rapport à ce qu'on a vécu, qui aura donc une personnalité qui sera même propre, même si en soi il ira les mêmes choses qu'un personnage que quelqu'un d'autre exprime. Et c'est quelque chose que le manga va nous illustrer dès le chapitre 2 où Kei doit jouer dans une pub pour une marque de curry en devant interpréter une débutante en cuisine. Et c'est à ce moment-là que pour la première fois dans le manga, la méthode de Stanislavski va être parfaitement illustrée. Kei va se remémorer sa première expérience culinaire pour ensuite l'adapter à sa situation, ce qui est une sublime illustration de la
méthode Stanislavski. Afin d'entrer un peu plus dans les détails, elle devait cuisiner du curry pour son père, sauf que son père était absent. Elle a donc repris l'expérience où elle cuisinait pour son frère et sa sœur, en remplaçant cela par son père et donc en reproduisant les mouvements qu'elle avait fait à l'époque. Cela atteindra son paroxysme à la fin du fameux arc de Death Island que j'ai abordé un peu plus tôt. Kei, pour incarner au mieux son personnage de Keiko, qui est dans le scénario du film une précieuse amie de Karen, personnage incarné par Shiyoko Momoshiro, sauf que Shiyoko, totalement opposée de Yonagi, et par déduction, Keiko et Karen le sont également. Vu que Keiko et Karen sont décrites comme étant les meilleures amies du monde, là où Kei au début ne pouvait pas blairer Shiyoko. C'est alors que Yonagi, personne de nature assez asociale, va aller chercher de nouvelles expériences qu'elle va combiner en une seule pour obtenir ce qu'elle cherche. Shiyoko Momoshiro, ou plutôt Karen, sa précieuse amie au masque de fer impénétrable. Et elle fera cela en collant un peu Shiyoko, en s'asseyant à côté d'elle, en mangeant avec elle, bref. Elle va expérimenter sa relation avec Shiyoko et vivre des expériences auprès d'elle pour au mieux rentrer dans le personnage de Keiko et être amie avec Karen. Et là, on a une parfaite illustration de la méthode de Stanislavski. Et si Yonagi incarne dans Actage l'expression de cette fameuse méthode de Stanislavski, il existe aussi d'autres techniques pour atteindre l'immersion parfaite dans un personnage. Et c'est en ça que l'arc du train galactique, le deuxième gros arc du manga, va être intéressant, grâce à l'introduction d'un troisième personnage capital, Myojin Araya. On l'a vu, Kei est une personne qui tire ses techniques de jeu de son vécu, d'émotions extrêmement fortes, mais qui a énormément de mal à les retranscrire, à les extérioriser. Et je l'ai abordé très légèrement avant, Shiyoko incarne tout l'inverse. Ses émotions sont incroyablement visibles à l'écran, mais elles sont totalement factices. Elle arrive à se créer un second personnage à partir de rien, bref, elle a un contrôle total sur son corps et surtout sur sa psychologie. Et là, on a déjà une opposition. Kei joue en devenant littéralement son personnage par le biais de la méthode Stanislavski, au point de brouiller le rapport entre la réalité et le monde fictif dans lequel elle incarne un personnage, chose qui sera encore une fois exprimée par le fameux chapitre 3 qu'on a déjà abordé avant, au point de ne plus jouer, mais de vivre comme ce personnage. A l'inverse, Shiyoko garde un énorme écart entre le jeu et la réalité, mais elle ne se crée pas d'identité alternative dans son jeu. Contrairement à Kei qui devient Keiko ou la princesse Démon, Shiyoko Momoshiro reste Shiyoko Momoshiro. Dans Death Island, Shiyoko ne devient pas Karen comme Kei devient Keiko, Karen devient Shiyoko. Et sur ce point, on peut rapprocher Shiyoko, à mon sens, de Keanu Reeves, dans le sens où Keanu Reeves semble lui aussi jouer des rôles sur mesure qui sont taillés pour lui. Il ne s'adapte pas réellement à ce qu'il fait, les rôles s'adaptent à lui. Et à ce tandem déjà bien fonctionnel vient se greffer Araya, qui peut ressembler à un entre-deux. Ses émotions sont bien plus véritables que celles de Shiyoko, tout en étant moins intenses que celles de Yonagi, et il arrive très bien à les extérioriser, contrairement à Yonagi qui reste centrée sur elle-même, tout en le faisant moins que Shiyoko qui, elle, y va bien plus. Là où Shiyoko est concentrée sur l'extérieur et Yonagi sur l'intérieur, Araya vraiment allie les deux mondes. Et au final, oui, il restera comme un parfait milieu entre Shiyoko et Kei. Et cela se poursuivra même dans la méthode d'appréhender les rôles. Là où Kei va devenir ses rôles en adaptant sa personnalité et là où Shiyoko fera l'exact inverse, Araya se situe pile au milieu. Il ne devient pas ses rôles et les modifie pas. Il les comprend pour ainsi d'un côté les devenir, tout en restant de l'autre Myojin Araya. L'arc de la pièce Train de la nuit dans la Voie lactée reste, et restera donc, à mon sens, de très loin le meilleur arc du manga. Car cet arc reste et restera une véritable ode à l'acceptation de la vie, mais surtout de la mort, tout en incarnant déjà les progrès monstres que fait Kei Yonagi. Car oui, Actage n'explore pas que le cinéma. Ironiquement, seul un arc sur les trois arcs majeurs terminés parle de cinéma, à savoir celui de Death Island. Les deux autres, l'arc de la princesse Démon et celui de la pièce de Train de nuit dans la Voie lactée, explorent des domaines propres au théâtre. L'arc de la pièce de Train de nuit dans la Voie lactée, et mon dieu ce que ce nom est long. Bon, alors, jusqu'à la fin de la vidéo, j'appellerai cet arc l'arc du chouchou dans l'espace. Donc, l'arc du chouchou dans l'espace est donc un arc ne se préoccupant pas d'un film, mais d'une représentation théâtrale, avec évidemment pas mal d'éléments qui changent drastiquement par rapport à un film. Les décors d'une représentation théâtrale sont de facto bien plus sobres, et c'est le rôle des comédiens d'interagir suffisamment avec l'imaginaire pour créer une bulle fictive pour les spectateurs, où on retrouve justement le décor qu'ils imaginent. Et c'est quelque chose qu'Actage arrive incroyablement bien à retranscrire, car j'en ai pas parlé jusqu'ici, mais Shiro Uzazaki est tout simplement une déesse dans son domaine, à savoir le dessin, la vie qu'elle arrive à y insuffler. Absolument tout est sublime, et on pourrait presque voir les personnages bouger. D'ailleurs, il s'agit selon moi de la plus grande qualité du manga, mais bon, je ne m'estime pas encore suffisamment doué pour analyser un style de destin en long, en large et en travers. Enfin, revenons à nos moutons. L'arc du chouchou dans l'espace marque selon moi un vrai cap dans l'œuvre, puisque les arcs commencent à avoir de véritables enjeux scénaristiques et surtout émotionnels. Et ce qui incarne selon moi la beauté de cet arc, c'est bel et bien le personnage de Yujiro Iwao, qui porte limite l'arc grâce à lui tout seul, et qui fait en sorte que l'arc ne soit pas un simple enchaînement douteux de bribes d'arcs scénaristiques, suivi d'une représentation théâtrale j'imagine. Bref, la force de ce personnage, ce qu'il incarne
incarne à lui seul la beauté de l'arc du Chuchu dans l'espace, vu qu'il s'agit d'un personnage qui vont lui-même créer un parallèle plus qu'intéressant avec sa pièce, grâce à un twist que je ne spoilerai pas, bien évidemment. Enfin, passons au dernier arc que j'aborderai aujourd'hui, l'arc de la princesse Démon, que je ne renommerai pas, arc qui est le dernier complété du manga avant que Matsuki ne soit jugé pour ses actes tout simplement ignobles. Mais le problème avec cet arc, c'est que je ne peux ne traiter qu'une seule thématique, car, contrairement à l'arc du Chuchu dans l'espace qui, on va dire, clôturer le gros prologue du manga, l'arc de la princesse Démon approfondit l'arc du Chuchu dans l'espace en revenant dans un monde théâtral, tout en ouvrant énormément de portes narratives qui ne pourront jamais être refermées. Ah bah c'est malin ça dit donc, bravo Matsuki. Cette fameuse thématique que j'aborderai, eh bien c'est tout simplement le fait d'avoir plusieurs comédiens pour le même personnage, chose qui est même l'un des enjeux majeurs de cet arc. Et l'arc exprime ça grâce à la dualité entre la princesse Démon et le roi Buff, dualité exprimée par deux pairs. La paire A, composée de Kei et d'Ogami, personnage que je n'ai pas eu le temps d'aborder, mais qui ressemble globalement à Araya plus dans sa méthode de jeu, et la paire B, composée de Shiyoko et d'Araya. Et chacune de ces paires va exprimer cette dualité d'une manière bien différente. La paire A va mettre en place un duel psychologique, où Kei et Ogami s'affronteront pour la domination psychique et sentimentale de la pièce, moyen de susciter chez le public de multiples émotions très intenses, puisqu'il suivra l'émotion dominante. Cependant, la paire B va elle plus se concentrer sur l'homogénéité de l'émotion suscitée par les comédiens, avec un mimétisme entre Araya et Shiyoko, alternant entre des passages totalement épiques et d'autres suscitant au contraire des émotions bien plus noires, alternant entre l'horreur et l'incompréhension. De même, l'arc aborde énormément le passé de Kayonagi, surtout au travers du personnage d'Anako, mais bon, je vais vous laisser la surprise pour cela. Actage n'a malheureusement pas eu le temps d'aller au bout de chacune de ses idées. L'arc commençait un peu avant lui toute, poursuivait les thématiques d'acting entamées par l'arc de la princesse Démon, avec Kei et deux autres personnages devant jouer le même personnage en même temps. Là où précédemment, Kei et Shiyoko jouaient certes toutes deux la princesse, mais elles pouvaient l'adapter à elles-mêmes, vu qu'elles ne le faisaient pas en même temps. On ressentait aussi l'envie d'aller au-delà du milieu du cinéma et du théâtre, et de reprendre les thématiques liées aux influenceurs que le manga abordait plus tôt, avec quelque chose dans des publicités. Et ce mini-arc de la publicité, bah justement, approfondissait les thématiques qu'on avait vues avant. Et on voyait aussi le début d'un potentiel arc final, avec le fameux film de Kuruyama, et de pourquoi elle s'intéresse autant à Yonagi, et les débuts de questionnement sur ce qui était potentiellement le meilleur acteur de l'histoire. Actage allait poursuivre son chemin dans la marginalité, en explorant des thématiques au-delà de l'acting, mais en explorant même le fait de la logique du monde d'aujourd'hui. Et bah ensuite, il y avait les très nombreux arcs narratifs non conclus par le manga tout simplement. Mais la suite et fin de l'histoire est connue de tous. Et si Actage avait réussi à écrire sa lettre de noblesse avec une encre faite d'or, le mot de la fin était écrit avec du sang, et le manga restera à jamais victime des atrocités commises par son putain de scénariste. Actage restera à jamais non seulement une œuvre inachevée, car stoppé net après son 123e chapitre, mais aussi une œuvre souillée, à jamais infectée par l'image de Tatsuya Matsu. Mais est-ce que le manga vaut malgré tout le détour? Difficile de trouver une réponse tant elle dépend de vous. Si vous n'arrivez pas à faire la séparation entre auteur et œuvre, je ne sais pas si le manga peut vous convaincre. Vous garderez fatalement en bouche les actes de Matsuki, qui sont totalement abjects. En revanche, si dans votre tête la séparation est possible et que vous voyez que Actage n'a rien fait, vraiment foncez, et découvrez l'un des meilleurs mangas de sa génération, malheureusement mort trop tôt à cause d'un de ses auteurs, manga auquel j'aurais su écrire une lettre d'adieu dans cette vidéo. Merci à vous tous de m'avoir suivi tout au long de cette chronique qui n'aura pas du tout été facile à écrire et je pense que ça va se ressentir à la vidéo. Je m'excuse du délai entre les deux premiers épisodes, mais j'ai trouvé un bon rythme à l'épisode 3 sur le lore de Kirby, et oui, Kirby, la licence de Nintendo, ne devrait pas trop tarder. En attendant, je vous dis à la prochaine, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager, ce serait vraiment le plus beau cadeau que vous pourriez me faire. Sur ce, portez-vous bien, Amano out!